Vraiment, quelle malchance. Qui m'a envoyé chez cette femme-là? Ouais. Après avoir grommelé, après avoir insulté, après avoir crié, après avoir maudit cette secrétaire ou cet employé, l'on se rencontre une trentaine de minutes plus tard que nous avons oublié de mettre une partie de notre prénom sur l'entête du dossier que nous lui avons confié. Ou l'on se rend compte que nous avons par exemple oublié de mettre le nom de l'expéditeur qui nous a envoyé des frais que nous essayons de retirer par ce secrétariat ou cette agence de transfert d'argent. Oui, bienvenue sur Africa Light. Je suis John Bapou. Oui, nous sommes comme ça, nous les êtres humains. Toujours prompts à accuser les autres, toujours prompts à mettre la faute sur les autres. Et jamais nous posons la question de savoir quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule 07 actes aux grandes conséquences, ou je dirais mieux, au mieux, 07 actes au grand retour. Oui, nous allons essayer d'évoquer quelques éléments. Nous allons essayer aujourd'hui d'évoquer quelques éléments qui émanent de notre choix, de nos choix, et que nous avons tendance à attribuer à autrui. Et ainsi, nous nous retrouvons à croire que tout ce qui nous arrive, tous les malheurs qui arrivent à l'Afrique, au Cameroun et d'autres pays africains, sont la responsabilité de la franc-maçonnerie, sont la responsabilité de l'Occident, sont la responsabilité des dirigeants politiques. Et jamais nous nous posons la question, quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive? Les deux derniers éléments, suivez jusqu'au bout, seront d'une aide considérable dans chacune de vos vies et même dans la mienne. Aussi, allons-y jusqu'au bout. Oui, en premier lieu, oui, nous nous retrouvons souvent responsables des dossiers de retraite de nos parents, responsables des dossiers d'avancement de certains de nos collègues, responsables des dossiers de santé des proches ou des enfants de nos proches. Mais comme on dit communément chez nous, la chèvre broute là où elle est attachée. Et parce que nous avons une envie criarde de brouter où nous sommes attachés, nous oublions que nous sommes responsables des millions de vies. Nous créons des pénuries de passeports, nous créons des pénuries de pièces d'identité, nous créons des pénuries de pièces diverses, nous bloquons les dossiers d'avancement, nous refusons de corriger les thèses et les travaux académiques de certains de nos étudiants, que nous bloquons pendant des mois, voire même des années, parce que nous avons peur qu'ils nous rattrapent, ou parce que nous ne voulons pas simplement qu'ils avancent, ou simplement, comme l'a dit une collègue quelque part, mon enfant n'est pas encore docteur. Pourquoi son enfant le sera? Oui, ce sont des petits actes anodins. Ça nous coûte quoi pour cacher un dossier? Ce sont des gestes anodins. Jeter un dossier à la poubelle ou le dissimuler sous un tiroir, ça prend 30 secondes. C'est rien. Mais les conséquences sont toute une vie. Des milliers d'autres chômeurs qu'on envoie à la rue, etc. Des jeunes qui se découragent, d'autres qui plongent dans le banditisme. Après, on accuse les autres. Oh, l'Occident, oh, l'Occident, oh, ceci, cela. Il est vrai qu'en partie, la situation, comme je l'ai dit dans une vidéo, est biaisée. Il est vrai que les cartes sont biaisées. Mais quelle est notre part de responsabilité? Nous-mêmes qui biaisons ces cartes en dissimulant les dossiers, est-ce que nous pensons au futur? Sommes-nous contents d'être les seuls à vivre dans un quartier luxueux pendant que tout autour de nous, plein de pauvres sont autour de nous? Et nous disons que nous avons réussi. Et c'est ça la réussite? Merci.
Je ne développerai pas davantage ce point, car il fait mal au cœur. Oui, moi-même je suis victime, j'en suis une victime. Et surtout, des millions de victimes subissent ce courroux et viennent grossir les rangs des chômeurs, les rangs des oisifs dans les quartiers, viennent grossir cette bombe à retardement, comme l'a dit le milliardaire nigérien Dangote. Oui, la jeunesse oisive et au chômage, c'est une bombe à retardement. Le second acte sera lui davantage amélioratif. Oui, ça vous coûte quoi, au sortir d'un taxi, de fermer la porte? Ça vous coûte quoi? Rien. Ça vous coûte quoi de donner un coup de main à un compatriote, même un inconnu, qui a une lourde charge au sortir d'une voiture, d'un taxi ou d'un car de transport? Ça vous coûte quoi? Ça nous coûte quoi de céder la place à un vieillard ou un vieux au moment où il faut payer une facture? Autant de petits gestes anodins qui relèvent d'une simplicité, mais surtout qui prolongent cette joie, qui améliore ce bonheur et nous rendent heureux à long terme, qui ajoute un plus dans la vie de ceux à qui nous dédions ces services sans attendre de contrepartie en réalité. Oui, ces gestes a priori désintéressés et qui sont même en partie désintéressés apportent un plus. Quand vous entrez dans un service administratif ou un service privé et que la secrétaire vous reçoit avec un sourire, même quand vous posez une question délicate sous une chaleur de plombe en plein midi, alors qu'elle vient de recevoir une quinzaine, une vingtaine de personnes et qu'elle est sous les nerfs, ce léger sourire qu'elle vous affiche, avant de vous répondre nonchalamment et doucement, de prendre place en attendant et attendre votre service, il vous galvanise et vous amène même à attendre parfois 1 heure. Oui, même si vous avez marché à pied pour arriver de là, sur 12 kilomètres, cela vous galvanise et crée un grand acte en vous, vous booste et vous amène à attendre 1 heure de plus. Ce léger sourire transforme des vies, ce léger geste d'entraide, ce léger coup de main à un vieillard, etc. Tout cela sont des gestes au grand retour, aux grandes conséquences. Mais je dirais davantage ici, ce sont des gestes au grand apport. En troisième lieu, vous prenez une quittance ou une facture d'électricité ou d'eau d'un client et il reste 20 francs, 15 francs, 35 francs, 10 francs, 0,7 francs, etc. Et vous lui balancez la facture de manière anodine et de manière lâche et désintéressée. Ah monsieur, le suivant. Vous ne vous demandez pas ce qui va se passer par la suite. Loin de moi l'idée d'encourager des pillages ou des gaspillages ou la négligence ou l'incivisme par les tuyaux d'électricité, les tuyaux d'eau qui sont percés à longueur de journée par-ci par-là, ou les compteurs qui sont truqués par-ci par-là. Loin de moi l'idée d'encourager cela. Mais une attitude aussi désinvolte, irrespectueuse, le plus souvent entraîne de grands résultats. Vous simplifiez les 0,7 francs, mais à longueur de journée, sur des milliers de citoyens reçus, vous vous retrouvez avec des centaines de mille, voire parfois des sommes inimaginables. C'est vrai, c'est une chaîne, mais dans cette chaîne, après vous accusez les supérieurs hiérarchiques ou la plus grande hiérarchie, la corruption au Cameroun, le ceci, mais
vous êtes le premier maillon de cette corruption. À la différence qu'en retour, cette corruption à ce niveau est à sens unique. Il y va de même de ceux qui reçoivent les gens, des clients, et qui créent de l'inflation en augmentant les prix systématiquement sans tenir compte des réglementations en vigueur. Vous faites une photocopie qui est supposée être à 25 francs, à 50 francs. Vous ne mettez pas d'indication pour dire que chez vous, la photocopie est à 50 francs. Et quand le client veut partir, vous lui dites, monsieur, payez 50 francs. Et à contre-cœur, il paye. Et vous êtes content. Mais vous ne savez pas que les 25 francs que vous prenez par force, que vous arrachez par force là, vont vous amener à perdre parfois 1 million ou même plus. Et oui, la puissance de la parole, la puissance de l'intention se manifeste même de manière désinvolte quand vous commettez de tels actes. Vous simplifiez. Oh, c'est rien, oh, celui-là est pauvre, il regarde 25, il regarde ceci. Ça n'a rien à voir. Même si c'est 0,07 francs, comme je le disais, ça n'a rien à voir avec le prix. C'est l'intention que vous avez. Et c'est l'intention, c'est l'acte que vous manifestez, c'est l'acte que vous posez. Ce sont ces actes qui créent, ce sont ces actes qui entraînent des conséquences ou des répercussions inimaginables sur les fonds de l'État, sur les entrées de l'État, sur les entrées même des personnels, des personnes, des citoyens que vous exploitez d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, beaucoup vont me rire aux yeux, mais mesurons nos actes. Il y va de même pour ceux qui signent des contrats à tort à travers et qui dilapident nos terres, les cèdent aux Chinois, aux Américains, aux Russes et ainsi de suite. Et ils ne se demandent pas. Et quand il faut même céder les terres à leurs concitoyens camerounais, ils amènent du tribalisme ou autre raison. Mais ils ne se demandent pas qu'où vivront des millions de Camerounais, des millions de Béninois, des millions de Centrafricains, des millions de ceci, des millions d'autres Africains d'ici une vingtaine d'années. Dans quelles conditions vivrons-nous si nous bradons tous nos terres aux autres? Si nous bradons tous nos terres aux autres, si nous ne tenons pas compte des actes que nous posons actuellement, et nous les simplifions parce que c'est une signature, ça ne prend que 15 secondes. Pourtant, elle engage sur 50 ans, sur 75 ans, sur 100 ans, etc. Durant ce siècle bradé ou ce demi-siècle, comment vivront vos populations, vos confrères? Comment vivront vos confrères, vos consoeurs, vos frères, vos sœurs? Comment vivront vos proches? Excusez-moi la division. On dit si dans beaucoup de langues camerounaises, dans d'autres on dit Zamba, dans d'autres on dit Yahweh, etc. Tous ces dérivés relèvent du même Dieu, dont la consonance NZ renvoie à la même sonorité dans beaucoup de tribus africaines. D'où vient-il que nous distinguons tellement nos proches et nous nous mettons à commettre des actes supposés plus intéressés, mais surtout des actes de pur égoïsme et des actes de destruction à long terme. Ils ne prennent qu'une seconde, 2, 3 ou 30 secondes. En 30 secondes, nous hypothéquons les vies des millions d'Africains. Réfléchissons-y. J'ai fait beaucoup d'efforts pour être en tenue, pour avoir une chemise, avec mon même vieux chapeau. Mais il m'arrive d'être en culotte. Il m'arrive de marcher en bras de chemise. Il m'arrive de faire court parfois, en jean, au détriment de certains collègues qui me rient aux yeux, tirés à 4 épingles sur des costumes et autres. Les choix sont libres et chacun est libre de se vêtir comme il va, comme il le veut. Le quatrième acte que nous posons à longueur de journée est celui de juger, de catégoriser, mais surtout de rendre un service à X ou Y selon son apparence. Il est vrai que la première impression est à 90% influente. Mais attention, les 5 ou 10% sont généralement ceux qui font la différence.
nous nous contentons de juger par l'apparence. Vous entrez dans un lieu de service, en chemise, en jean ou en babouche, et une autre personne entre en costume, vous posez au même moment le même service, même si vous le précédez, même si vous êtes venu avant lui, le plus souvent la secrétaire ou le secrétaire, je ne sais pas qui, la personne qui vous reçoit, dans la majorité des cas, aura tendance à davantage servir la seconde personne qui est vêtue en costume tiré à quatre épingles et vous regardera de haut. Que dire quand vous entrez dans une boutique de luxe, une enceinte occidentale ou une enceinte privée, et que vous vous dirigez devant une caissière en bras de chemise, avec un caddie, avec 2 produits, et que derrière vous, une autre personne tirée à 4 épingles vient avec un caddie rempli. Qu'est-ce qui se passe? Dans la majorité des cas, beaucoup ont tendance à vouloir servir celui qui vient derrière vous, oubliant que vous êtes venu le premier, négligent, vous jugeant juste par votre apparence. Cela est vérifiable dans la majorité des cas, dans la majeure partie de nos services. D'où est partie notre humilité? D'où est partie notre considération? Que dire des milliardaires aux États-Unis qui ont des industries à des centaines de milliards de francs, et qui viennent au boulot en roller ou en vélo, et qui sont en bras de chemise toute la journée, qui roulent dans de grosses voitures parfois, mais en culotte et ainsi de suite, qui entrent dans des services, un peu comme je l'ai vu au Gabon. Un colonel qui entre pour payer sa facture d'eau et il est habillé simplement. Et il s'est aligné, il a attendu comme tout le monde, et il a payé sa facture et il est ressorti. Mais c'est en sortant, les références et autres de ces gardes-corps ont attiré l'attention de toute l'assemblée, de toute la salle, de tout ce qui était là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que nous avons affaire à un haut gradé. Oui, voilà un homme qui fait preuve d'humilité. Où est partie notre sacro-sainte humilité africaine? Où sont parties nos valeurs? Si nous jugeons tout par l'apparence, pourtant les 10% qui constituent la non-apparence sont généralement l'essentiel de la personne, l'essentiel de l'être, la pureté de l'être. Il est vrai que pour certains services, on n'a pas le temps d'entrer dans ces détails. Oui, nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces détails, mais nous avons le temps de rendre nos services avec objectivité et avec recul, sans forcément juger toujours les gens par leur apparence. Car ces gestes de dédain, ces gestes de mépris amènent souvent, dans le cas des banques et autres agences financières, à perdre des milliards de francs. En 5e lieu, ce geste, aussi anodin, est d'une cruauté inimaginable. Il est vrai que nous n'avons pas encore l'autosuffisance énergétique qui a été annoncée depuis 20 ans. Il est vrai qu'en Afrique, c'est un grand barrage commun qui desserviront toute la zone, ne sont pas encore faits, même si certains sont en prévision. Il est vrai que nous sommes en plein progrès. Mais comment comprendre que dans des zones hospitalières et d'autres zones à grand risque, sous prétexte d'une gestion de l'électricité, l'on se retrouve à faire des coupures de courant régulières au prétexte des délestages organisés, au prétexte de la régulation d'énergie, sans tenir compte de ces dizaines de milliers d'enfants qui meurent dans les couveuses, de ces personnes qui meurent par manque d'oxygène, et autres qui meurent parce qu'ils n'ont pas pu subir une opération et X et Y. Vous me direz que oui, ces hôpitaux doivent être dotés de groupes électrogènes. Mais dans nos contextes où l'on prétend que nous n'avons rien, même le simple service, pourquoi vendre l'électricité ailleurs au lieu de prioriser, de donner des priorités à ce genre d'instituts, ces hôpitaux, ces organismes où la vie doit être en avant, ces organismes où la vie est la survie
des personnes concernées est prioritaire. Comment comprendre notre attitude? Comment pouvons-nous vendre l'électricité alors qu'en retour, des compatriotes sont dans des situations aussi difficiles? Comment comprendre cela? Ce n'est qu'un seul geste. On monte un interrupteur ou on descend un interrupteur. On baisse un module et des milliers de vies passent à trépas. Sommes-nous responsables? Ou suivons-nous simplement un ordre prescrit par une hiérarchie? Qui est responsable au nom d'un geste si banal tel que la régulation, la suppression de l'électricité pendant une demi-journée ou quelques heures dans une zone hospitalière? Pour en venir à une autre dimension, le sixième acte que nous posons est parfois banal, aussi anodin, mais plus qu'intéressant. Je me souviens, il y a une période, quand j'étais encore jeune vacataire, par manque de moyens, je me retrouvais à marcher pour aller faire cours. Et quand un de mes étudiants me retrouvait en voiture à la colline de Boakele, il se mettait à rire. Et parfois, pour les plus courageux, il s'arrêtait et me disait: professeur, est-ce que je vous laisse un peu plus devant? Et selon mon assentiment du moment, j'acceptais ou je refusais. Mais beaucoup se retrouvaient à l'université, juste après le cours, et se mettaient à rire, et en faisaient tout un objet. Et en faisaient tout un objet de discussion, de ragots et autres. Oh, le professeur qui marche toujours à pied. Oh, ceci. Est-ce qu'on va devenir même enseignant? Regarde comme ils sont. Regardez tous ces vacataires-là. Regardez-les. Regardez. Oui, il est vrai que les vacataires sont paupérisés en Afrique. Et surtout chez nous, ici au Cameroun. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas la question. Comme je l'ai vu il y a quelque temps encore en Allemagne, des dizaines de jeunes et moins jeunes, à vélo, à roller, se déplacent sur 10-15 km et vont au service, vont au lieu de service. Des patrons, un peu comme ça se fait aux États-Unis, laissent leurs voitures à l'entrée dans des parkings à milliers de voitures. Et ils prennent des rollers, des vélos et autres. Et ils se déplacent sur 5-6 km pour arriver à leur lieu de service. Et pourtant, ce sont souvent des hauts cadres, des milliardaires. Oui, peut-être vous ne le savez pas, l'Allemagne est le pays qui subtilement a le plus de milliardaires au monde. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. Les plus grandes fortunes du monde sont allemandes. Et beaucoup même d'Américains sont d'origine allemande. Je ferme la parenthèse. Mais simplement, vous voyez ces jeunes, ces moins jeunes, à longueur de journée sur leur roller, sur leur voiture et beaucoup à pied. Et ils vont au lieu de service et ils rentrent ainsi. Pour les plus longues distances, un peu comme nous le faisions, on prend le métro. Et je me suis interrogé et j'ai demandé à un collègue qui était avec nous, qui est allemand d'origine, pourquoi cette impression. Et il m'a répondu ceci, que l'Allemagne c'est le pays des marcheurs à pied. Oui, dans leur philosophie écologique, dans leur philosophie de bien-être, dans leur philosophie de santé, ils apprennent à marcher à pied le plus souvent. Et même quand ils rentrent au lieu de service, même quand ils rentrent en voiture, ils déposent leur voiture et pour faire les petites courses, ils le font à pied. Une majeure partie de la population le fait régulièrement, simplement parce qu'il y va de leur santé, de leur bien-être physiologique. Et oui, en tant qu'ancien sportif, en tant qu'ancien pratiquant d'arts martiaux, j'ai pris l'habitude, après avoir arrêté de m'entraîner, de marcher régulièrement
Et il m'arrive, surtout sur les plus petites distances, 3-4 km, de le faire régulièrement. Et je le fais depuis une dizaine d'années et avec beaucoup de plaisir. Oui, la marche à pied, marcher à pied régulièrement, tel est le 6e point. Cela vous amènera un plus de santé. Cela ouvrira vos pores, vous amènera à être plus en santé. Et faites régulièrement du sport, quelles que soient les formes, quels que soient les âges. Merci, merci, merci à l'entité suprême. Oui, apprenons à dire merci à l'entité suprême. C'est un geste banal, mais on se lève. On ne sait pas combien de gens n'ont pas pu se lever le matin. Nous avons la chance de se lever. Quelle que soit notre foi, quelle que soit notre croyance, levons-nous et disons merci. Disons merci pour se lever. Merci parce qu'une fois de plus, l'entité suprême, l'entité céleste nous a permis de continuer à vivre. Merci parce que nous sommes heureux. Merci parce que nous voyons nos enfants. Merci parce que la vie est belle. Merci parce que nous rencontrons des difficultés que nous surmontons. Merci parce que ce beau soleil nous imprègne. Au pôle Nord, ils n'ont pas cette chance. Ils font 6 mois sans soleil ou dans une fraîcheur, une glaceur, je ne sais pas comment dirais-je. Ils font 6 mois dans une mini-obscurité. Quand on sait que l'obscurité est le pendant de la lumière. Disons merci pour tout ce qui nous arrive de bien. Apprenons à dire merci quand nous nous levons. C'est un geste simple qui prend 30 secondes, 1 minute ou plus. Mais cette gratitude, cette attitude de gratitude, cette attitude de gratitude, cette attitude de gratitude, cette attitude de reconnaissance, cette attitude de bien-être, cette attitude de rapport, ce rapport à l'entité suprême, imprègne ainsi toute notre journée. Cette attitude de remerciement, cette attitude de connexion à l'entité suprême, la divinité suprême, imprègne ainsi toute notre journée et nous guide le long du chemin sur lequel nous sommes. Oui, merci, transcendons. Oui, merci. Oui, merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.